Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue pour cette troisième séance, troisième année du cycle de conférences Notre-Dame en chantier, qui va se poursuivre donc avec 3 nouvelles conférences jusqu'à la fin de l'année 2024. Où Notre-Dame réouvrira, et donc ce cycle avait pour vocation à accompagner Notre-Dame jusqu'à sa réouverture, et donc c'est ce qu'on fera avec des conférences jusqu'en décembre 2024, et une autre conférence qui sera probablement organisée dans un autre cadre, nous l'espérons, sur le jubé de la cathédrale, dans un autre, alors pas dans le cycle directement, mais dans une autre cadre de conférence, probablement à l'été 2025, quand les résultats sur le jubé pourront commencer d'être diffusés. Donc pour cette première séance, je remercie Mylène Pardoen de venir nous présenter les travaux de ses recherches et de son groupe de travail à Notre-Dame depuis bientôt 5 ans, un petit peu moins de 5 ans qu'on a pu accéder au chantier de Notre-Dame de Paris. Donc Mylène Pardoen est ingénieure de recherche au CNRS à la Maison des Sciences de l'Homme de Lyon. Elle a fait des études de musicologie et a versé dans le domaine des sciences humaines et sociales, où elle a déployé des travaux sur une nouvelle science, l'archéologie du paysage sonore, qui est une science qui vise à restituer, reconstruire les environnements sonores dans un espace spatio-temporel donné, afin de mettre en valeur le patrimoine et des choses qui ont été rendues possibles au cours de la dernière décennie, un peu au-delà, notamment grâce aux avancées technologiques et multimédia. Donc le paysage sonore, l'archéologie du paysage sonore dont Mylène va nous parler, c'est quelque chose de scientifique, de strict, qui vise à respecter l'histoire et à s'appuyer bien entendu sur des témoignages textuels et à reconstituer des ambiances. Donc les travaux sur Notre-Dame ne sont pas le premier galop sur ce terrain. Il y a de nombreux projets qui ont été menés par Mylène, notamment sur le Paris moderne au XVIIIe, les projets Bretèze, mais bien d'autres. Je vous invite à aller sur archéoson.hypothèse.org pour en savoir un petit peu plus sur ces travaux. Et donc Mylène a été en charge du groupe de travail acoustique du chantier scientifique CNRS, ministère de la Culture, Notre-Dame de Paris, qui s'est monté suite à l'incendie en 2019. Pour ces travaux, elle a été lauréate notamment de la médaille du cristal de CNRS en 2020 et de nombreux autres prix. Et donc c'est un vrai plaisir de pouvoir, Mylène, t'accueillir ici pour présenter les recherches menées par toi-même et ton groupe de travail à Notre-Dame, afin de restituer les ambiances sonores du passé de l'édifice, en menant une enquête complexe à la fois dans le passé, dans les sources historiques, mais aussi dans le présent, pour retrouver les bruits et les sons qui vont donc nous être présentés ici. Donc merci à toi pour l'heure de conférence qui va suivre. Bien, bonjour, merci. D'habitude c'est un peu moins solennel comme entrée, donc merci pour toutes ces informations. Alors, je précise, moi je suis archéologue du paysage sonore, le GT acoustique, donc le groupe de travail acoustique et paysage sonore, clôturera cette année, puisque c'est Brian qui va faire, Brian Katz qui lui est acousticien, qui co-coordonne également le groupe de travail et qui finira cette partie de conférence. Donc avec moi, vous allez avoir ce qu'il y a dans le flacon, puisque je dis toujours que Brian, c'est le flacon en cristal, et que pour faire vibrer ce flacon en cristal, il faut bien sûr le nectar, et à moi le nectar. Donc on va passer quelques moments ensemble avec le nectar. Pas d'image, que du noir, que du son. Avec moi, c'est du son. Alors, qu'y a-t-il derrière ce son ? Qu'y a-t-il derrière ce son ? On va faire un peu le point sur qu'est-ce que le son, avant d'aller plus loin dans la matière. La caractéristique d'un son, c'est déjà 3 éléments. Pour qu'il y ait un son, il faut qu'il y ait un émetteur,
donc une source sonore. Il faut qu'il y ait un milieu porteur. Donc par exemple, Thomas Pesquet, quand il est là-haut, il n'y a pas de son, hein, c'est un milieu sans son, sans bruit. Et puis il faut qu'il y ait un récepteur, donc soit le micro, soit nos oreilles. En tout cas, il faut 3 éléments. S'il en manque un, eh bien, on n'a pas de diffusion sonore, on n'a pas d'émission ni de réception sonore. Ensuite, le son, ça a un volume sonore. Donc le volume sonore, c'est ce qu'on entend en décibels, et vous voyez assez rapidement qu'on peut monter dans le volume sonore assez important. Donc à titre d'exemple, la dernière fois où je suis allée sur le chantier Notre-Dame, le volume sonore du chantier n'est pas spécialement silencieux, puisqu'on est à 95 voire 100 décibels. Si vous regardez sur la diapo, ça fait déjà pas mal aux oreilles, ce qui explique que l'on se promène avec des bouchons dans les oreilles ou des casques anti-bruit pour se protéger les oreilles. Et ça m'amènera un peu plus loin à vous expliquer une partie de mon travail. Du plus grave, l'infrason. Là, vous entendez jusqu'à ce qu'on ne l'entende plus, mais pourtant il vibre encore. Mais par contre, quand vous êtes dans la cathédrale, vous allez ressentir quelque chose au niveau de l'estomac, une vibration au niveau de l'estomac. Ça veut dire que ce tuyau hyper grave, hein, on va vraiment dans l'infragrave, il est présent. Et puis à l'opposé, eh bien on a les ultrasons. Donc là, ce sont des pipistrelles qui ont été enregistrées pour que vous puissiez les entendre. Bien sûr, on a un peu modifié le. Ça passe pas? Peut-être branché. C'est bon? Donc à l'opposé, on a bien sûr tout ce qui est ultrasons. Donc vous voyez qu'on a une gamme qui est relativement large. Et nous, on va travailler sur la bande audible. Donc on a déjà, on est de 20 à 20 000 Hz. Donc tous les micros qu'on va utiliser sont sur cette gamme de fréquences. Alors qu'est-ce qu'un paysage sonore? Un paysage déjà, c'est en général, hein, c'est quelque chose de très visuel. C'est une étendue, un territoire que l'œil peut embrasser. Alors que quand on regarde un paysage, on va voir des arbres, on va voir des montagnes, on va voir des éléments sur lesquels on va pouvoir s'accrocher pour pouvoir décrire ce paysage. C'est un ensemble de phénomènes, une combinaison d'éléments qui fait qu'on peut à la fois voir, mais quelque part réfléchir sur ce que l'on voit. Ça amène une certaine sérénité. Un paysage sonore, c'est plus complexe. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'immatériel. Le son, c'est du temps, de l'espace, de l'espace-temps. On ne peut pas le figer comme on pourrait le faire avec un paysage. Un paysage, on prend une photo ou on le dessine, on a des éléments. Essayer de prendre en photo un son, c'est plutôt compliqué. Donc, c'est très, très complexe parce que justement, on n'a rien pour pouvoir s'accrocher et que ça file dans le temps. Donc, ce que vous entendez là actuellement, c'est une séquence qui est unique dans le temps. L'archéologie du paysage sonore, c'est quoi? L'archéologue, il va chercher, il va pister les traces du sonore dans le passé sur tout type de sources, donc des sources dites hétérogènes, hein, des écrits, des visuels. Et puis, on va faire un bond dans le temps, on va en proposer une restitution, un modèle virtuel. Pour ce faire, tous les bruits et les sons que vous allez entendre, ce sont des vrais bruits et des vrais sons du passé. Il n'y a pas de bruitage, il n'y a pas de sound design. Hein. Ce sont des vrais sons qu'on va chercher sur le terrain. Et je n'écris pas de texte. Je vais positionner mes sons pour raconter une histoire et ça s'appelle hétérographie. Donc l'hétérographie, c'est l'analyse de la relation sensorielle avec la matérialité des textes et des visuels. Donc ça permet à un support traditionnel de se transcender à travers une autre forme de médiation. Moi, c'est le sonore. Moi, j'ai des collègues qui font de l'hétérographie avec l'olfactif. Ils font des parcours de référents. Et donc, c'est pareil, ça s'appelle hétérographie. Donc, qu'est-ce qu'un paysage sonore? Déjà, c'est tout ce qui est attenant à la géophonie.
Donc la géophonie, c'est tous les bruits et les sons qui sont liés au lieu, mais également tout ce qui est météorologique. Par exemple ici, dans cette petite vallée que vous avez, il y a un cours d'eau qui coule dans le fond, et il y a toujours un petit peu d'air, de brise qui passe. Ensuite, on a une deuxième couche, juste au-dessus, qui est la biophonie. C'est tous les bruits et les sons qui sont générés par les êtres vivants. Donc, certains mettent à cet endroit-là les humains, d'autres pas. Moi, personnellement, je n'ai pas spécialement de trancher sur la question. En tout cas, cette biophonie, c'est les bruits et les sons qui sont générés par les êtres vivants et les insectes. Et la dernière couche, c'est l'anthropophonie. Ce sont tous les bruits et les sons générés par les humains. Et là, il y en a quand même pas mal. C'est nous les gros pollueurs. Ça nous donne une épaisseur, un paysage sonore, c'est doux. Alors comment on va recréer quelque part ce paysage sonore? Donc, on va faire rapidement une petite méthodologie, puis progressivement on va rentrer dans la matière. Donc pour un paysage sonore quel qu'il soit, là on est sur la maquette Bretèze, l'un de mes premiers projets, mais quel qu'il soit, on a besoin d'avoir d'autres acteurs que nous. Moi je ne suis que archéologue du paysage sonore, c'est-à-dire je ne suis que là. Je m'occupe de la récolte d'informations, de la création du paysage sonore et de la captation. Mais pour ce faire, je suis obligée d'aller solliciter d'autres collègues, d'autres disciplines, et puis j'ai besoin d'aller chercher dans des sources un certain nombre d'informations. J'ai également besoin des sciences de l'ingénieur. Donc je suis vraiment aux confins des sciences humaines et sociales et des sciences de l'ingénieur. L'archéologie du patrimoine sonore, puisque j'ai élargi un peu mon champ suite à mes travaux sur Notre-Dame, cette archéologie du patrimoine sonore, c'est une transdiscipline hybride. Hybride pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin des sciences de l'ingénieur pour venir compléter des champs que seule une personne ne peut pas tout couvrir. On passe par une matrice. Pourquoi une matrice? Parce que lorsqu'on va proposer nos modèles, eh bien, on les propose en général à des musées qui n'ont pas toujours les salles immersives ou les dispositifs de diffusion. Donc, la matrice nous permet d'avoir un paysage dessiné et ensuite on va pouvoir les descendre et les décliner en fonction des matériels qu'ils ont comme diffusion. La toute première étape, lorsqu'on vient me passer une commande, on me dit voilà, j'ai besoin d'avoir une fresque sonore, eh bien on va délimiter des périmètres d'études. Un premier périmètre, c'est un périmètre géographique. Contrairement à ce qu'on pense, il y a énormément de matière pour nourrir ce paysage sonore. Donc on va réduire au maximum les périmètres. Donc un périmètre géographique, on est dans de l'histoire, on est dans du temps long, mais il faut quand même un périmètre temporel. Et puis le dernier, c'est le périmètre de restitution et de diffusion. Pour 3 à 6 minutes de diffusion, vous allez voir que ça représente beaucoup de temps de travail et d'élaboration. Donc on va contraindre la diffusion. Et puis ensuite, on va passer par des étapes qui est la collecte de documents, une collecte hétérogène, le son, puisque je maîtrise la totalité du son dans sa chaîne de production, de la captation jusqu'à la diffusion, et bien sûr la diffusion. Donc j'ai la chance, moi, à Message, d'avoir une petite salle immersive avec 46 haut-parleurs, et on y reviendra un tout petit peu plus loin. On rentre encore un peu plus dans le sujet. Entendre l'histoire, est-ce possible? Quelles sont les sources? Vous allez voir que oui, c'est possible. Donc on va mener des enquêtes. J'adore les fêtes de la science, ça va être bientôt toute la période là. Et je dis toujours aux scolaires qui viennent me voir, moi je suis un grand enquêteur dans le passé, dans le présent et peut-être dans l'avenir. Et donc on va mener des enquêtes et on va fouiller le passé dans un premier temps. Donc dans un premier temps, on va collecter des informations dans tout type de sources, mais vraiment tout type de sources.
Ça peut être des documents administratifs, ça peut être des PV de police, ça peut être des inventaires après décès, ça peut être des documents de littérature, tout est bon. Et donc, tous ces documents-là, ce sont les sources primaires, on va en faire une grosse collecte. Pour Notre-Dame, c'est plus compliqué. Je ne suis que archéologue du paysage sonore, alors que je suis plutôt 18e de formation. Donc, je suis plutôt à l'aise avec des textes où, même si c'est un ancien français, un vieux français, j'arrive à retrouver mes petits. Là, c'est plus compliqué. Donc, on passe sur des sources dites secondaires, c'est-à-dire que je vais devoir les faire lire par des collègues, traduire par des collègues et pouvoir les traiter par la suite. Il en a été de même pour d'autres sources, c'est-à-dire qu'on va avoir des récoltes qui vont se faire sous forme de tableau ou pas, et on les récupère au fil du temps. Donc on a des textes, on les analyse. C'est un texte du 18e que j'ai analysé et sur lequel je vais tirer des informations. Donc, ces sources secondaires, on est allé les chercher au plus proche des sources. On nous les a décryptées et puis progressivement, on va en tirer des informations dans lesquelles on va trouver des éléments sonores, parfois qui vont vous dire c'est un indice de premier niveau. Si on a une scène avec un chien qui aboie, ça sera un indice de niveau 1. Si c'est par exemple la présence d'une cloche, c'est un niveau 2. Pourquoi niveau 2? Parce qu'il faut qu'on fasse une autre recherche après et on peut avoir des informations de niveau 3 où il nous faut faire une cascade de sources. Par exemple, si on a un métier qui est présent dans le texte, eh bien le métier, il va falloir trouver si le nom du métier correspond à un métier actuel, quels étaient les outils utilisés. Et donc de fil en aiguille, on va pouvoir remonter pour pouvoir localiser et savoir comment était la source sonore. Et puis bien sûr, on a toutes les sources iconographiques qui apportent des compléments. Et donc comme là, vous voyez, indice de niveau 1, vous avez les chevaux. Et indice de niveau 2 ou 3, vous avez les artisans qui sont très présents là et sur lesquels il va falloir trouver de l'information et se plonger sur cette information. Est-ce qu'elle est encore pertinente de nos jours? Est-ce qu'on peut encore trouver de l'information sonore pour pouvoir relier un indice qui est présent sur cette source-là à un indice sonore qui est actuel? Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut se plonger également sur les lieux. Comme là, par exemple, vous avez pour la restitution, la reconstitution du chantier de construction de Notre-Dame en 1170, il a fallu retrouver l'état de l'île de la Cité, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont modifiés, notamment en marron, vous avez les quais, en bleu, vous avez de la berge. Donc tout ça, ça a une incidence sur les sons et leur propagation, et on est obligé de le prendre en compte. Donc on va chercher le plus loin possible pour avoir de l'information sur comment sont les lieux, quels sont les métiers qui sont pratiqués, quels sont les bruits et les sons que l'on a. Comme vous le notez là, vous avez par exemple toute la partie urbaine qui est très proche et qui va générer également de l'information sonore. Donc on a une fine connaissance de la zone pour pouvoir, quelle que soit l'époque, là je vous présente en 170, mais j'ai travaillé sur 1850, c'est pareil, j'ai fait la même étude pour cette zone en 1850. Et donc ensuite, on va repositionner les différentes couches. Pour créer Voilà. Donc je vais avoir plein de cartes. Je vais les recouper les unes au-dessus des autres. Et ça va me donner une information de ce qui pouvait se dérouler au point de vue sonore sur ce lieu-là.
Donc pour Notre-Dame, on a eu plusieurs scénarios possibles. Est-ce qu'on faisait Notre-Dame au tout début avec une couverture, sans couverture? Donc on a commencé à chercher de l'information. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'année 1170, on a travaillé sur énormément d'hypothèses de travail. Pourquoi? Parce que les informations, elles étaient très parcellaires et qu'il nous en manquait. Donc on a fait des projections et on a cherché à comprendre par rapport au lieu, à d'autres localisations d'ateliers, d'autres informations qu'on a sur des chantiers qu'on n'avait pas sur Notre-Dame. On a cherché vraiment à comprendre comment s'articulait le chantier. Et le chantier, bien, il s'articule de façon assez complexe, puisqu'on n'a pas forcément de données, notamment des données sur comment est élevée, comment est construite l'élévation de Notre-Dame. On a des informations, mais elles sont parcellaires. Donc on est parti du principe de cette carte, et progressivement, on a fait un focus juste sur le chevet de Notre-Dame. Vous voyez qu'en 1170, on a uniquement le chevet. Et on a positionné, donc moi j'ai travaillé sur 2 chantiers, un sur un simili-parvis et l'autre derrière le chevet, et on a eu voilà, une projection autour de quels étaient les métiers et comment pouvaient s'agencer les différents corps de métier sur ce chantier. Une fois qu'on a trouvé ça, il faut qu'on fasse la fouille dans le présent. Ça veut dire qu'on va faire une captation en réalité terrain sur des métiers ou des gestes ou des pratiques qui ne sont plus forcément d'actualité, mais que l'on doit retrouver. Pour ce faire, on utilise un certain nombre de dispositifs. Donc déjà, on a un enregistreur ou des enregistreurs numériques. En l'occurrence, pour Notre-Dame, c'est à chaque fois 1 ou 2 enregistreurs numériques, mais pas plus. Mais j'ai eu des dispositifs pour d'autres captations beaucoup plus importantes. Et puis de tout type de micros. Là, vous en avez quelques-uns. Vous avez des micros dits aériens, donc sur la partie gauche. Ces micros aériens servent pour faire une captation des gestes à l'extérieur. Et puis vous avez le petit micro. Alors, est-ce que la souris fonctionne? Oui, super. Ici, vous avez un micro surfacique, puisque je capte à la fois le geste et la transformation de la matière qui est à l'issue du geste. Et puis, progressivement, on va se plaquer sur les mains ou au plus proche des mains des artisans. Donc, il y a des petits micros. Donc, le petit micro qui est ici, c'est un petit micro qui fait 1,5 mm, donc plus petit que mon doigt, et qu'on peut glisser partout, au plus proche, parce que nos prises ne doivent pas être intrusives. Si on veut retrouver le geste de l'artisan, il faut qu'il soit fluide. Donc on ne peut pas le barder de micro comme dans le cinéma où on a des capteurs de partout. Ça, c'est pas possible. Et puis ensuite, on a des micros pour les ambiances. Donc les micros ici, dits ambisoniques. Donc vous voyez, ils ont 4 têtes. Donc ils prennent dans tous les sens. Voilà, c'est pareil. On a des micros plus importants, mais nous, on se sert que de ces 2 types de micros. Donc au résultat, je vais faire simple, on a des micros dits aériens, donc ici, des micro-canons, des micros surfaciques pour aller chercher ce qui se passe dans la matière, des tout petits micros pour mettre au plus proche du geste, et là, c'est des micros dits d'ambiance, parce qu'il nous faut quand même de l'ambiance, le vide sidéral n'existant pas. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tellement de pollution sonore que les micros d'ambiance, quand on arrive à avoir 30 secondes de bonne ambiance, on est super content. Et il y a vraiment énormément de pollution sonore. Et puis, on va aller carrément sur le terrain. Donc là, vous voyez, comme il n'y a pas... Ah bon, elle a décidé toute seule de partir. Comme il n'y a pas de... les cloches ne fonctionnent pas à Notre-Dame, nous sommes allés à Sens pour récupérer des cloches de même caractéristiques. Donc on a récupéré des volets, toutes les volets de cloches de Sens. Pour tout ce qui est déplacement, eh bien, on est allé à Gerberoy pour avoir des déplacements avec différents types de véhicules hippomobiles. Et puis, dans mes recherches,
J'ai trouvé trace à Notre-Dame d'une cimandre. C'est une espèce de cloche de bois qui ne fonctionne qu'à Pâques. Et, oh, au miracle, en cherchant, j'ai trouvé qu'à Bourges, ils avaient restitué une cimandre. Donc voilà, on est allé faire une captation d'une cimandre, qui est une cloche de bois. Il faut être à deux pour la manier, cette cloche de bois. Ils n'ont fait que deux tours de manivelle, enfin un peu plus. On a fait deux captations. À la troisième, on dit non, on arrête, tellement c'était fatigant. Et puis, notre partenaire privilégié pour tout ce qui est geste des artisans, c'est Guédelon. Diantre. Donc, Guédelon a cette spécificité. Guédelon, c'est dans l'Yonne. C'est un château fort médiéval qui est reconstruit sans eau, sans gaz, sans électricité, vraiment avec les gestes les plus purs qu'ils soient. Ils font leurs outils et ils vont travailler avec ces outils pour pratiquer la taille et la ciselure à l'ancienne. Donc là, vous voyez, on est sur site. Donc moi, je vais retourner là pour la fête de la science. Ça fera ma 22e campagne. Et donc chaque fois, j'y retourne, je capte le geste et je recapte des gestes. Alors, plusieurs fois la pierre, plusieurs fois le bois, plusieurs fois le moulin ou d'autres gestes. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais tout à fait la même couleur. Et plus on a d'accumulation d'enregistrements, plus ça devient intéressant, puisque dans un chantier, il y a plusieurs pratiques, avec des haches différentes, des bois différents, et même des pratiques gestuelles différentes. Entre, par exemple, je tiens ma hache en verticale pour un type de bois, je tiens ma hache, la même hache, mais un petit peu penchée pour un autre type de bois, je ne vais pas avoir le même résultat au niveau de la captation. Il a fallu tout créer. Donc, il a fallu aussi créer des fiches pour récupérer le plus d'informations. Donc là, vous avez deux types de fiches. Une fiche de restitution en fin de captation. Donc, sur chaque captation, on va faire une fiche qui va récapituler toutes les informations qu'on a pu avoir. Et puis, pour vous montrer quand même, parce que sur le terrain, voilà, c'est la fiche qui a sur le côté droit. Donc, c'est un peu cochon, j'avoue. En plus, j'écris pas très bien, mais on arrive à s'y retrouver. Et donc là, on a toutes les informations qui ont servi à la captation. Donc bien sûr, vous avez tout ce qui s'est passé sur le terrain. Donc là, par exemple, on est allé à Saint-Genis-des-Olières parce que on est allé capter le geste d'un vitrailliste qui a travaillé pour Notre-Dame. Tous les micros qu'on a utilisés. Et puis, en rouge, c'est les problèmes qu'on a eus en cours de captation. C'est bien, je vous dis tout de suite, on y va, on se dit, on va faire telle captation, ça va bien se passer, ça se passe mal. J'ai jamais eu une captation qui se passait bien à 200%. Donc on la note et puis ensuite on va pouvoir récupérer les informations et les insérer dans notre campagne de captation. Donc le but c'est de prendre la position des micros. Là vous voyez, on prend des micros, on prend des photos, on prend parfois des vidéos et on arrive à documenter finement chaque geste capturé, enregistré. Et comme on travaille avec, vous voyez là on a à peu près 2, 4, 6, 7 micros, chaque voix est unique et on va pouvoir documenter chaque voix. Et par exemple, lorsqu'on est allé à Guédelon, on a eu l'opportunité de faire ce qu'on appelle une opération de cinglage et de corroyage. C'est-à-dire qu'ils, comme ils fondent et forment leurs propres métaux, ils ont un bas-fourneau. Donc une fois par an, là par exemple pour les fêtes de la science, le bas-fourneau sera mis en action. Ils vont mettre à l'intérieur tous les résidus de fer, les vieux clous, ils les mettent dedans, ils mettent avec du charbon de bois, et puis ils vont sortir ce qu'ils appellent une louve, et cette louve, ils vont la travailler. Donc, voilà, une opération de cinglage. Donc en fait, la louve, c'est la partie d'acier qui sort du bas fourneau et qui est frappée sur une pierre. C'est assez mat.
Donc, en comparaison, s'arrêter tranquille. Voilà. Et en comparaison, bah, voici une opération sur enclume. Hein, donc, un peu plus clair. Bien. Sur l'enclume. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une enclume médiévale, c'est une enclume qui sonne mat. Donc, pour Notre-Dame, j'ai demandé à prendre plusieurs types d'enclumes. Et j'ai de la chance parce que à Guédelon, ils ont des enclumes médiévales. Donc, ça m'a permis d'avoir ce que je voulais. On part sur la pierre. Donc là, on est sur micro qui est sur le perche. Vous entendez à la fois la pierre et les collègues qui... Et donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des microsurfaciques. Donc, nous, on va chercher ce qui se passe dans la pierre. Hop. Et voici comment ça fait. Et que l'impact sur la pierre. On n'entend plus ce qui se passe à l'extérieur. Surtout, il n'y a pas cette résonance. Donc, je vous ai mis en regard ici dans de captation. Quand on capte, et on essaye d'être au plus près du geste. Et la pierre, ça chante. Et tous les artisans, que ce soit le forgeron ou le tailleur de pierre, ou là le lausier, les pierres, les matériaux, ils chantent. À un moment donné, l'artisan dit qu'il a une cloche. Vous allez entendre le chant des lauses. Donc, les lausiers, ce sont ceux qui font les toits en pierre plate. Et donc, on a eu l'opportunité d'aller enregistrer ces lausiers. Et ils font chanter la pierre pour savoir si elle est bonne ou pas. Donc, voici une mauvaise pierre. Mais en plus, vous allez avoir là le sonogramme. Donc, vous allez vous rendre compte tout de suite que la pierre, elle est mauvaise. Alors, elle sonne mat. Vous voyez que le signal, il est mat. En comparaison, voici une bonne pierre. Donc, une pierre qui cloche, qui sonne. Ah, non, ça y est, j'ai perdu ma souris. Et vous voyez, rien qu'à la tenue de la pierre, le sonogramme est plus important. Ça sonne. Donc on ne peut pas se tromper. Hein. Quand la pierre est bonne, le lausier ne peut pas se tromper. Et donc au plus près du chantier de Notre-Dame, eh ben, on a fait ce même travail qu'on avait, décidément, qu'on avait fait auparavant. Et on est allé trouver, on a demandé aux artisans de se prêter au jeu de l'enregistrement. Et sur la partie gauche, donc pour l'atelier Jean-Louis Bouvier, qui était en train de restaurer des frises à l'intérieur même de Notre-Dame, je vous ai dit tout à l'heure que le volume sonore était entre 95 et 100 décibels, donc ils travaillaient à l'aveugle, mais ils le disent eux-mêmes, ils travaillaient à l'aveugle des oreilles, donc ils taillaient alors que d'habitude ils ont besoin d'écouter ce que fait l'outil sur la pierre. Et quand on est arrivé, on leur a dit, nous on va vous faire écouter ce qu'on recherche comme geste, on va vous faire écouter ce que vous faites dans la pierre. Donc je vais vous faire écouter un petit montage, c'est la même séquence, on était en captation extérieure et progressivement vous allez avoir l'extérieur du chantier, donc on est proche de 95 décibels, mais nous elle a dû baisser le volume d'enregistrement pour pas saturer nos micros. Ensuite vous allez entendre progressivement le travail sur la perche, donc on entend toujours
l'extérieur, mais beaucoup plus proche du geste de l'artisan. Et puis ensuite, on a fait écouter l'artisan et ce qu'il a retrouvé, son geste, c'est-à-dire ce qui se passe dans la pierre. Là, c'est avec un micro-canon. C'est le micro que vous voyez ici. Donc on entend encore le chantier. Mais on entend des gratouillis. Et voici ce qui se passe dans la pierre. Ils se font plaisir. Hein. Vous pouvez être certain que c'était bien eux et qu'on n'envoie pas du son différent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils utilisent leurs outils, la lancette ou le rifloir, la façon dont ils vont tailler la pierre, la gratter, ça leur permet de savoir la justesse et la finesse de leur geste. Donc on est resté avec eux à peu près une grosse demi-heure et ça leur a permis, ils étaient vraiment très heureux parce que ça leur a permis de retrouver les gestes qu'ils font eux en atelier et qu'il est plus compliqué de faire lorsqu'on est dans une ambiance où on a 95 décibels et où on travaille avec un casque anti-bruit, puisque là, ils le disaient eux-mêmes, hein, ils étaient aveugles des oreilles. Alors, ça c'est ce qu'on a fait sur le chantier, mais comment on va restituer ces fresques sonores, ces lieux sonores? Déjà, il faut étudier la zone. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a fait une étude de la localisation, et puis on a commencé à raconter plus ou moins ce qu'on pouvait localiser sur le chantier. Donc on passe par deux phases. Une phase, je vais chercher mes sources, et ma deuxième phase, qu'est-ce que je raconte comme histoire? Donc ça veut dire qu'il y a une grosse recherche qui est faite sur comment est la cathédrale à l'instant T, pour pouvoir lui donner des éléments qui sont intéressants. Donc on va chercher énormément d'informations sur qu'est-ce qu'il y a autour de la cathédrale, qu'est-ce qu'il y a sur le chantier de la cathédrale, comment est la vie tout autour. Est-ce qu'on peut avoir des illustrations ou même des hypothèses d'illustration? Donc c'est la première étape, on va faire un premier jet. Le deuxième jet, c'est que sur cette élévation, eh bien, comme moi je travaille en immersif, c'est-à-dire que je travaille en latéral, mais aussi en élévation. J'ai des sons en bas, j'ai des sons en haut, et j'ai des sons tout autour. J'ai besoin de savoir ce qui se passe tout autour du chantier. Donc là, on est sur une seule, j'en ai 30 juste pour cette zone. J'ai 30 vues de ce type-là qui me permet de savoir ce qui se passe sur le chantier, à l'intérieur, à l'extérieur, à côté. Et chaque fois, je fais des petites localisations de bruit que l'on va avoir, parce que tout s'agence. En fait, quand je vais travailler avec des zones audio, et puis elles vont s'agencer les unes à côté des autres. Il y en a qui vont prédominer par rapport à d'autres, mais il faut qu'elles soient toutes présentes pour qu'il y ait une densité sonore. Et ensuite, là, vous avez deux cas d'études. Je vous ai dit tout à l'heure, pour 1850 et 1170, vous avez le chantier, comment il évolue. Et on va travailler en fonction des périodes que l'on a décidées.
on va travailler sur un rendu plus spécifique. Ça, ce n'est qu'un tout début. Donc, je vais aller chercher ma récolte. Et ma récolte de son, eh bien, je vais passer par... Je vais raconter mon histoire. Donc là, c'est qu'une toute petite partie de l'histoire que je raconte. Donc voilà, vous avez une histoire qui est racontée avec des fichiers son. Et ici, là, vous avez à la fois le déplacement, et sur certains, là on ne le voit pas, mais sur certains, vous avez en plus l'élévation. Donc il y a ici deux éléments pour le déplacement, et normalement, quand il y a de l'élévation, vous avez, par exemple, pour les oiseaux, ils ne sont pas là, vous avez une troisième colonne, ici, ligne, où on a l'élévation. Et chaque partie, elle est travaillée pour qu'on puisse entendre quelque chose, un geste. Et le geste, il est complexe, puisque comme vous l'avez vu, j'ai plusieurs micros, et c'est la totalité des micros qui me donne la qualité du geste. Petit aperçu. Vous voyez les sous-sonores. Donc le travail se fait avec deux logiciels qui travaillent en concomitance. Le premier, celui que je vous ai montré précédemment, qui est le logiciel avec lequel je vais écrire une histoire, qui s'appelle Report. Et le deuxième, celui qui va me servir à la spatialisation, c'est-à-dire que je vais avoir des sons qui vont se promener. Tout à l'heure, vous verrez, hein, on a des sons qui vont en haut, qui vont en bas. Et bien, ces logiciels-là, c'est Spat Revolution, qui a été développé par l'IRCAM et qui est aujourd'hui vendu par Flux. Et c'est le dialogue entre les deux logiciels qui me permet d'avoir une scène mobile et dynamique. Donc la diffusion. À la diffusion, quand on répond à une demande pour un musée, en général, il dit « Oh, on voudrait une fresque sonore. » Bien. Vous allez diffuser sur quoi? Et là, on a un grand vide, parce qu'ils ne savent pas. Donc on propose différents types de diffusion. Alors, on a l'écoute immersive au casque, qui s'appelle l'écoute binaurale. Moi, j'aime pas trop parce qu'elle est individuelle. Et ce qu'il y a de bien dans le son, c'est quand on peut partager avec son voisin, parce qu'on a tous des oreilles différentes, et on a tous un trajet de vie différent qui fait qu'on va réagir à des sons différemment. Et moi, je peux entendre des sons que toi, tu n'entendras pas, et vice-versa. Voire les entendre différemment. Pour moi, je vais lui dire, moi, ce son-là, il est boisé, et Maxime, il risque de me dire, bon, je trouve pas qu'il est très boisé, il va être, je sais pas, moi, poivré. Enfin, il n'y a pas de vocabulaire pour qualifier un son. Donc, on va chacun développer son vocabulaire et trouver des éléments, mais on n'aura pas la même oreille et pas la même écoute. Donc, l'écoute collective qu'on pratique à la MSH, c'est une écoute sur une écoute WFS, donc c'est la synthèse de front d'onde qui se fait sur des enceintes. Donc, la salle, elle a 46 enceintes, et vous voyez, il y en a en haut, en bas, derrière, partout. Il y en a partout. Donc, on a en latéral et en élévation. Et ça nous permet de faire des scènes immersives, vivantes, et on fait écouter nos fresques, et on est très content, sans visuel. Parce que jusqu'à présent, c'était plutôt compliqué. Mais là, comme les sons sont tout autour, eh bien, on peut faire écouter dans le noir les fresques sonores. Voilà comment est la salle. Un peu complexe, j'avoue. Mais quoi qu'il en soit, ça fonctionne bien. Et vous avez 22 enceintes en frontale qui permettent d'entendre très finement les déplacements. C'est-à-dire qu'une calèche qui passe, vous l'entendrez s'il y a moins d'enceintes, on est d'accord. Mais quelqu'un qui se déplace, c'est plus compliqué. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment un détail très très fin au niveau de la diffusion. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi? C'est souvent la question. Déjà, pour la recherche, pour nous, on se fait plaisir. Donc, pour Notre-Dame, mais pas que, on a été très présents. Donc, on a eu plusieurs missions dans le cadre du GT acoustique
paysage sonore. Déjà, le relevé acoustique de Notre-Dame juste après l'incendie. Brian en avait fait un avant. Donc là, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est l'équipe qui a relevé la signature acoustique de Notre-Dame juste après l'incendie. On a fait ça de nuit, jusqu'à 2 heures du matin. C'était là où il y avait un peu moins de bruit possible. Ensuite, moi, j'ai eu des boîtiers qui ont tourné sur le chantier jusqu'à ce qu'ils disparaissent, parce que je pense que les gens se sont demandé ce que c'était que ces boîtiers. Donc, c'est les relevés qu'on a en bas. C'est intéressant parce que comme on les a positionnés quand il y avait le Covid, on a vu des variations du champ sonore autour de Notre-Dame. Et puis, il y a tous les travaux que j'ai développés autour de la patrimonialisation des sons au sein du chantier Notre-Dame. Donc l'acoustique, Brian, que vous retrouverez au mois de décembre, le paysage sonore et tout ce qui est patrimoine immatériel autour des artisans qui ont travaillé pour la restauration de Notre-Dame. Je travaille également avec l'école centrale de Lyon, Antenne Saint-Étienne, et là on développe des projets autour des jumeaux numériques, autour du geste de l'artisan. C'est une restitution virtuelle. C'est une captation que vous voyez en haut. Vous voyez, c'est pas intrusif, il n'y a pas de boule sur l'artisan. C'était le challenge pour eux. Donc, il n'y a pas encore les outils, mais on va y arriver. Le but, c'est de travailler tous ensemble. On fait une captation, tous sur le terrain, et l'artisan se prête à nos captations. Donc la deuxième étape, c'est le projet MEDECMED sur les jumeaux numériques, où il sera question d'essayer de créer un hologramme sonore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la salle immersive, les sons arrivent de l'extérieur vers nos oreilles, mais quand on est dans la posture de l'artisan, puisque le but c'est de faire des interfaces de formation pour les artisans, le son doit arriver au lieu même de l'impact. Donc c'est créer un hologramme sonore, ce qu'on n'arrive pas encore à faire, mais on ne désespère pas. Ensuite, on a tout ce qui est valorisation, médiation des lieux patrimoniaux. Donc bien sûr, les musées qui nous demandent, que ce soit pour du pérenne ou pour des expositions temporaires. On a fait une expérience avec l'ASSAT Montréal ici, sur un dôme immersif, donc restitution d'une ville avec des ambiances sonores à l'intérieur. Donc le but, c'est d'étudier, d'analyser, de faire découvrir l'histoire par le biais de la sensorialité. Et ça permet également d'illustrer, de recontextualiser des lieux qui sont ingrats. Je travaille par exemple avec le musée de Saint-Romain en Galles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une villa romaine, mais il reste juste des murettes. Et là, il faut imaginer une ville avec la villa, mais une ville complète avec une zone de marché, avec des entrepôts, mais il reste que les murettes. Le fait de mettre du son, ça permet aux visiteurs de se dire « Ah bah oui, en effet, là on peut se promener sans avoir à dire sur le plan, je suis où? Ah, j'ai la bande numéro 25, ah oui, je suis là sur le plan. » Là, ils sont immergés dans le son. Donc, sur ces lieux ingrats, ça nous permet vraiment de recontextualiser finement et d'aider le visiteur à mieux s'imprégner et appréhender les lieux. Et puis, on a tout ce qui est patrimoine immatériel. Hein. Donc, on va faire des campagnes de captation. Donc ça, c'est un projet que j'ai développé grâce au chantier de Notre-Dame, puisque je me suis rendu compte assez rapidement que les artisans avaient besoin
de cette sensorialité et que jusqu'à présent, personne ne l'étudiait. Donc voilà, on a lancé le programme Héphaïstos qui nous permet vraiment d'analyser, de développer tous les outils qui vont permettre l'élaboration d'interfaces de formation. Donc on a tout un système, un circuit pour essayer d'alimenter ce programme. Donc on va valoriser les métiers de la restauration et du patrimoine par la sensorialité. Et avec les NIS, en plus de tout ce qui est son, eh bien on a olfactif, donc on est polysensoriel. Et on développe tous ces travaux-là, on va présenter justement pour les fêtes de la science à Guédelon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fichier audio, un fichier son, un son, c'est un fichier qui est informatif. Pourquoi informatif? Parce qu'il transporte de l'information. Comme là, vous pouvez noter sur les sonogrammes, on a la possibilité de voir, lors d'une forge à 3 marteaux, ils ne se parlent pas, mais les ordres passent par ici. Là, vous avez l'impact du marteau. Ici, c'est le soufflet. Et là, c'est le changement de la matière. Et ce changement, on peut le corréler avec, justement, la mise en regard avec la température du fer, quand il passe ici, quand il sort du feu et qu'il va devenir acier. Donc ça change au niveau du son. Là, il sonne plutôt mat, ici. Et puis, on va aller progressivement vers quelque chose qui teinte. Donc, en règle générale, pour un même protocole, on va regarder comment ça s'articule la recherche. Pour un même protocole, eh bien, on va avoir un certain nombre d'informations nécessaires pour documenter le travail. Donc, pour le chantier de Notre-Dame, nous, on a des contraintes qui sont liées au chantier. Déjà parce que il faut faire preuve d'adaptabilité. On dit, on va sur cette zone-là, on arrive. Nous, on vient de Lyon, donc on arrive le jour même et on dit, ah ben non, la zone là, elle est pas accessible. Donc, on est venu de Lyon, on va pas repartir. Donc, on va devoir s'adapter. C'est la première étape. Puis des fois, on nous dit, ah ben on est sur la frise nord, et puis en fait, ils sont pas sur la frise nord, ils sont sur la frise sud, et puis c'est pas la frise, c'est autre chose. Donc, on est obligé de s'adapter. Donc, il faut pas que les protocoles qu'on mette au point pour venir sur le chantier soient trop contraints, sinon on est un peu coincé. Donc ça évolue tout le temps, même sur chantier. La fois on est allé pour, par exemple, pour les staffeurs, ceux qui ont fait la frise, c'était pas prévu. Et puis on nous a dit, allez les voir, on est allé et on a développé rapidement un petit protocole. Donc des fois le protocole il vient après coup et on peut le remettre en place sur la fois suivante. Donc ça nous donne en laboratoire, on prépare notre mission. On se fait une fiche de travail, on va faire ça. Okay. Sur site, on arrive, ça explose en vol. Donc, on va essayer quand même d'avoir un certain nombre d'informations pour pouvoir travailler dans des bons... Je vous ai pris Notre-Dame, c'est pareil à Guédelon, je vous rassure. On y va, on se dit, voilà, on va faire aujourd'hui de la pierre, du bois, et puis on arrive sur place, ça marche pas du tout. C'est pas du tout, soit parce qu'il pleut, soit parce qu'il y a beaucoup de public. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on capte. Là, vous avez de la chance, vous vous rendez pas compte, mais nous, on capte, il y a toujours du bruit, il y a toujours de la pollution. Il y a du public, il y a du bruit, il y a plein de choses. Donc, on est obligé de placer nos micros de manière à ce qu'il y ait moins de pollution possible. Donc, on va faire de la captation, et puis ensuite, on va avoir tous nos fichiers, et puis on va les diffuser. Et ça nous donne ceci. Puisque, par exemple, vous voyez, là, on a un certain nombre de voix. Chaque voix est unique. Le fichier par lui-même, on a un fichier son qui sort de la machine, mais on va traiter les voix par voix, parce qu'elles ont toutes leurs spécificités. Les micros ont tous une directivité, une sensibilité. On en a vers le grave. On a même vers l'infragrave maintenant, puisque j'arrive à avoir de l'infragrave. Et puis, on va jusqu'à ces sons qui sont très, très aigus et qu'on va capter. Donc, que ce soit la restitution visuelle ou sonore, c'est un travail qui s'inscrit dans le temps long. Par exemple, pour Notre-Dame, on y est allé, ça fait 5 ans maintenant.
Et les premiers travaux sortent maintenant. Il ne faut pas être pressé. Si vous claquez des doigts et vous dites super, on va se lancer dans, bah, ça marche pas. La recherche, c'est quelque chose qui est dans le temps long. Donc, que ce soit pour la recherche ou pour la collecte d'informations, c'est très long. Cette partie-là, préparatoire, c'est presque 80% de notre temps de recherche. On ne va pas se leurrer, hein, c'est très très long. Ensuite, lors de la restitution, c'est très long également. Pourquoi? Bah parce qu'il faut qu'on trouve un juste équilibre entre tous ces sons qu'on a récupérés et toutes les petites ambiances qu'on met les unes à côté des autres. C'est les contraintes, parce qu'on a un cadre compositionnel. Moi, je ne fais pas de l'artistique, je pourrais, je l'ai fait, mais là, c'est scientifique. Donc, on a le cadre historique à respecter. Je peux pas, si j'ai une mobilette qui passe au moment de ma captation, je ne peux pas l'intégrer. Hein. C'est pas possible. Je suis en 1170, c'est plutôt compliqué. Il n'y a pas de mobilette à cette époque-là. Il y a la localisation. Vous avez vu, pour retrouver les lieux, bah, il faut vraiment essayer de comprendre. La part du sensible, parce que vous allez me dire, il y a une part de composition, oui, mais elle est peanuts. C'est à peine 2% du travail. C'est juste raconter l'histoire. Parce qu'il y a des milliers de combinaisons. On peut le faire le matin, à 7h, à 10h, au printemps, à l'été, à l'automne, l'hiver, la nuit. Il y a plein de moments. C'est 3 minutes d'écoute et de restitution. 6 minutes pour la plus longue. Et puis, il faut prendre en compte la réception. Moi, je vais vous faire écouter quelque chose. Si, de but en blanc, je vous le donne à écouter, vous allez me dire, c'est peut-être, vous allez me dire, c'est beau, à la rigueur. Mais souvent, vous allez me dire, j'ai pas toujours compris ce qui se déroule. Je dois passer par la réception, vous expliquer ce qui doit se passer. Donc, pour vous donner une petite idée, l'étude préparatoire, c'est pour juste les 3 minutes que vous allez entendre. C'est 390 heures de préparation. C'est 22 jours de captation sur le terrain. Et c'est 290 heures. À l'époque, on était à 2 mains, 4 oreilles. Là, maintenant, je ne suis plus que toute seule. Mais en tout cas, c'est 290 heures à écouter, rééquilibrer tout ce que vous allez entendre. Tout ça pour 4 minutes. C'est souvent qu'on me dit 4 minutes. Ben oui. Et c'est vrai que ça peut faire cher. Bon, je vous invite donc à suivre les aventures sur Archéoson. Pourquoi? Bah parce que vous allez découvrir des sons que vous n'avez pas pu entendre là pendant la présentation. Et puis je pense que j'ai le temps, parce que ça fait 59 minutes que je parle. J'ai le temps de passer ma fresque. Oui, vas-y. Donc vous allez entendre le chantier derrière le chevet. Donc en géophonie, ça va être ce qu'on appelle la zone de travail plus la scène. Et qui dit scène dit présence de vent. Donc ça, c'est la première couche que je vous ai expliqué au début, c'est la géophonie. La biophonie, donc j'ai fait une étude sur quels étaient les animaux, les insectes qu'on pouvait trouver. Donc la faune, et puis la faune aquatique, les oiseaux, bien sûr, les chiens. Et puis c'est un chantier qui est pas comme un chantier d'aujourd'hui où c'est marqué chantier interdit au public. Le public peut venir sur le chantier, donc on a tout sur le chantier. On a des femmes, des enfants, des adultes, même si on les entend pas beaucoup, mais ils y sont. Puis l'anthropophonie, donc vous allez entendre des déplacements, des tombereaux, des train-balles. Donc le train-balle, c'est des espèces de chariots pour transporter les poutres ou les arbres. Et puis vous avez ce qu'ils appellent aussi des pécables, c'est pour transporter les pierres, qu'elles soient taillées ou non. Donc tout ça, c'est des sortes de brouette, mais un peu plus élevée qu'une brouette. Ensuite, vous avez toutes les activités artisanales que vous allez entendre, donc charpentiers, les tailleurs de pierre, les maçons. Vous allez entendre également tout ce qui est petits métiers qu'on n'entend pas forcément, donc les cordiers, parce qu'il y a énormément de cordes et grosse consommation de cordes sur les chantiers. Le forgeron avec une enclume qui sonne mat. Vous allez entendre des interpellations, des vocalisations. Il n'y a pas d'échange de paroles. On est à 1170. J'ai pas encore de boule de cristal. Je ne sais pas comment ils parlaient. Je suppose le chantier est quand même très international, mais c'est tout ce que je peux supposer. Donc on a plutôt de l'oralisation et pas de la verbalisation. Beaucoup de passages d'animaux, tout ça, des déchargements de marchandises.
Et puis, la ville est pas loin, donc vous allez avoir par porosité, c'est-à-dire dans le lointain, hein, des ambiances urbaines, le chantier dans le chevet, à l'intérieur, et puis le chantier du palais épiscopal qui se monte en concomitance. Ce que je n'ai pas noté, c'est que vous allez entendre des cages à écureuils, donc c'est la grue de l'époque. C'est une espèce de, on appelle ça une cage à écureuils parce que c'est une espèce de roue qui permet de monter les matériaux en hauteur. Et donc ça, vous allez entendre. C'est comme une porte qui couine. Donc le cordier, c'est des espèces de clés. Si vous écoutez bien, vous allez entendre des espèces de clés parce qu'il y a des petits crochets quand ils tournent et quand ils font les cordes. Les cages à écureuils, ça fait comme des portes qui couinent sur les gonds. Je pense que des charpentiers, vous allez reconnaître ces métiers-là parce qu'ils sont un peu plus dans notre paysage. On entend toujours des bûcherons, hein, on est sur ce même type de bruit, des scies, ça, oui, taille de pierre, ça aussi, vous allez reconnaître. Donc, je vous emmène en voyage et vous allez voir donc cette bascule progressivement qui va se faire. Donc c'est en immersif, mais là vous l'aurez en stéréo, je pense. Vous allez voir, c'est bien quand même.
Merci.